Bonjour à tous et bienvenue pour ce live NFP. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 janvier 2016. C'est aujourd'hui vendredi, ce sera la clôture de la première semaine de l'année. Pendant 3-4 séances, les indices se sont fait très peur, mais aujourd'hui ils arrivent enfin à rebondir un petit peu. Nous allons voir si ce rebond est aidé ou non par la publication du NFP. Donc NFP, c'est les Non-Farm Payroll, c'est les chiffres du chômage mensuel américain. Ce sont des chiffres d'une grande importance. Je suis content de vous retrouver pour cette émission. Sachez que tous les mois, pour le NFP, je ferai désormais donc ce webinaire de 14h15 à 14h45 à peu près. Le but de ce webinaire, c'est de vous expliquer les chiffres attendus et de constater avec vous les mouvements de marché que nous allons avoir par la suite et essayer de les comprendre. Alors, quels sont les chiffres attendus et leurs impacts potentiels? Ça, c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Ensuite, nous allons passer en revue les actifs impactés en direct. Donc, ça va être l'euro-dollar, l'USD-yen, le CAC, le DAX, mais aussi potentiellement le pétrole. Tout au long de cette présentation, je répondrai à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour me poser des questions. Donc aujourd'hui nous attendons les NFP, je le redis, c'est les Non-Farm Payroll, ce sont les chiffres mensuels du chômage américain. Nous attendons particulièrement 3 chiffres. Le chiffre le plus attendu, le plus regardé, ça va être le nombre de créations d'emplois. Ce chiffre est attendu à 203 000 créations contre 211 000 lors du mois précédent. Le taux de chômage américain est attendu stable à 5%. Et les salaires sont attendus en faible hausse à 0,2%. Sur donc cette présentation, vous voyez une copie d'écran en fait du calendrier CMC Market qui est directement dans la plateforme. Et vous voyez donc qu'à chaque fois, on a la date, l'heure, l'importance, la statistique, le pays concerné, les chiffres attendus, le chiffre précédent. Vous pouvez également voir que j'ai coché cette case-là, je vous montrerai à quoi cela sert. Ça sert à avoir une alerte qui s'ouvre juste avant la statistique afin d'avoir le chiffre qui tombe en direct. Alors, en théorie, nous attendons un chiffre autour de 203 000 créations d'emplois. Il faut que vous ayez en tête en fait que 200 000 créations, c'est un bon chiffre pour l'économie américaine. Au-dessus de 200 000, c'est un très très bon chiffre et autour de 150 000, ça devient des chiffres décevants. Alors il faut faire attention à la perception du chiffre car parfois on peut avoir des réactions. Par exemple, si on attend 203 000 et que ça sort à 198 000, dans un premier temps, les opérateurs pourraient vendre la nouvelle et dire voilà, le chiffre est inférieur aux attentes, donc nous sommes déçus. Néanmoins, comprenez bien que 197 000 ou 203 000, ça reste autour de 200 000 créations d'emplois et c'est un bon chiffre. Ce que je vous explique, c'est qu'en théorie, un chiffre supérieur aux attentes entraînera de l'appétit pour le risque et inversement. Ça veut dire qu'en théorie, plus de 200 000 créations d'emplois, c'est bon pour l'économie américaine, donc cela donne du baume au cœur aux investisseurs et les investisseurs ont tendance dans ces cas-là plutôt à acheter des actifs risqués, notamment des indices. Un chiffre décevant, bien inférieur, montrant que les États-Unis tournent au ralenti, pourrait entraîner de l'aversion au risque sur les marchés. Un taux de chômage stable ou en baisse peut contrebalancer un chiffre inférieur à 200 000 créations d'emplois, c'est-à-dire que si on crée 190 000 emplois mais que le taux de chômage passe de 5 à 4,9%, eh bien le fait que le taux de chômage soit meilleur qu'attendu peut contrebalancer le fait que le chiffre de création d'emplois soit un petit peu inférieur à ce que le marché attendait. Alors très important, faites attention aux pièges. La première réaction aux chiffres peut s'inverser rapidement. C'est-à-dire, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, un chiffre un petit peu inférieur peut entraîner de l'aversion au risque, mais dans les 1 heure ou 2 heures qui suivent, la vapeur peut s'inverser et les indices peuvent repartir à la hausse. Par exemple, le mois dernier ou le mois précédent, on avait un chiffre un petit peu inférieur, les indices avaient commencé à baisser, et puis j'avais expliqué qu'il serait difficile de faire clôturer le SP500 dans le rouge alors que les États-Unis venaient quand même de créer autour de 180 000, 200 000 emplois. Voilà. Et donc,
Juste après l'annonce, il y avait eu un peu de baisse sur les marchés. Et puis, juste dans les 2-3 heures qui avaient suivi, on était reparti à la hausse. Donc, faites très attention aux pièges. Le but de faire ce live NFP n'est pas du tout de faire du trading en live et de tenter d'anticiper ce que pourrait être le chiffre et de ce que pourrait être la réaction première et puis la réaction seconde. Le but, c'est de vous expliquer que c'est une statistique très importante, de vous en expliquer sa lecture, les petites finesses qu'il peut y avoir par rapport à cette lecture, comme je viens de le faire il y a quelques instants. De vous dire de faire très attention aux pièges, et également de vous expliquer qu'à 14h30 pile, quand le chiffre sort, va y avoir une augmentation de la volatilité. Qui dit augmentation de la volatilité dit décalage de marché potentiel sur le forex, les indices, les matières premières. Et il peut y avoir des pièges, donc c'est très intéressant, si vous voulez, de suivre la statistique et de voir quel impact elle va avoir sur le marché. Et de voir ce que cela induit, si vous voulez, pour les séances à venir, pour la semaine prochaine, mais également pour la politique monétaire américaine dans son ensemble. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2015, la Fed, qui avait arrêté son quantitative easing fin 2014, disait qu'elle retiendrait avec attention les chiffres du chômage. Et ça continue d'être le cas. C'est-à-dire que si les chiffres américains du chômage sont très très bons, eh bien ça plaidera pour une hausse de taux aux États-Unis dans les mois qui viennent. Un chiffre très mauvais, montrant un ralentissement de l'économie américaine, pourrait laisser penser au marché qu'il n'y aura pas de hausse de taux supplémentaire. Et donc, je vais finir avec cela. Attention au piège. Un très bon chiffre impliquant une hausse de taux à venir peut faire pression sous les indices. Et donc, c'est là qu'on peut être piégé. Imaginons que les États-Unis créent 250 000 créations d'emplois, que le chiffre soit excellent et qu'on se dise, bon, bah ça doit forcément faire monter les indices. Eh bien, pas toujours, parce que un très bon chiffre pourrait impliquer une hausse de taux supplémentaire dans les mois qui viennent. Qui dit hausse de taux dit pression potentielle sur les indices, car vous n'êtes pas sans savoir que quand un pays monte ses taux, le marché obligataire donne plus de rendement et devient plus attractif, alors que le marché action, lui, devient moins attractif. Avant de passer donc à la plateforme CMC Market, voici un avertissement sur les risques, sur le caractère purement informatif de cette présentation, sur les CFD, sur les produits CMC Market. Je vous laisse en prendre note. J'en profite pour saluer tous ceux qui viennent de nous rejoindre. J'en profite également pour souhaiter à l'ensemble des personnes qui m'écoutent une très bonne année 2016 et un bon trading. J'espère que cette émission vous plaira et j'espère au quotidien vous retrouver pour la matinale de CMC Market tous les jours à 10h du matin. On va maintenant pouvoir passer sur la plateforme de CMC Market. Donc ça, c'est ma plateforme en temps normal avec ma liste ici, avec indices, actions, devises, matières premières. J'ai ma liste, j'ai mon graphique principal. À gauche, vous voyez mon calendrier. Étant donné que j'avais mis une petite alerte sur mon calendrier, eh bien, 30 minutes avant le chiffre, j'ai une pop-up qui s'est ouverte. Cette pop-up me donne le temps exact avant le chiffre, l'impact qu'aura le chiffre, la prévision et le précédent. Et vous allez voir que je vais avoir le chiffre qui va tomber en direct très rapidement, tout aussi rapidement que sur les sites les plus rapides qui existent au monde, voire même que Bloomberg, car CMC Market c'est justement doté d'un flux d'informations en temps réel pour avoir ces chiffres pile au moment où ils vont tomber. Pour vous faire un petit peu un récapitulatif sur ce qui s'est passé en ce début d'année, on a eu un début d'année très très particulier à cause de la Chine. La Chine a de nouveau fait peur pour deux raisons. D'une part, la dépréciation du yuan et d'autre part, les marchés financiers chinois qui ont perdu à peu près 15-20% relativement rapidement. Ça a entraîné de l'aversion au risque, de la peur sur les marchés. C'est pour ça qu'on a eu une ouverture baissière dès la première séance de l'année, puis 4 jours de peur. Et hier après-midi, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un petit rebond du pétrole qui a donné un petit peu de baume au cœur aux investisseurs et qui a fait redémarrer un petit peu les valeurs du secteur énergétique. Et puis on a surtout eu les Chinois qui ont retiré les coupes-circuits.
En fait, l'été dernier, quand les bourses chinoises se sont littéralement effondrées, par la suite, les marchés se sont repris petit à petit. Il y avait des interdictions de vendre certaines actions, de sortir de certains marchés. Au début d'année, les investisseurs pouvaient de nouveau sortir sur le marché des actions qu'ils avaient sur le marché chinois. Sauf qu'étant donné qu'on arrivait très rapidement à moins 5, moins 7% en séance, les marchés chinois étaient coupés par les autorités et reprenaient le lendemain. Étant donné que le lendemain, tout le monde avait peur de nouveau, eh bien, les gens vendaient le plus rapidement possible et c'est ça qui a créé de la peur et qui a accéléré la baisse. Or, depuis hier, la Chine a retiré les coups-circuits, le Shanghai Composite Index a réussi à reprendre 2%, et c'est ce qui a permis aux indices européens et américains de se reprendre un petit peu à la hausse. Donc Paul me dit les coupe-circuits ont été suspendus, pas retirés. Alors effectivement, ils sont suspendus pour le moment. Paul, vous faites bien de dire que ça pourrait être remis par la suite. Donc voilà, on est dans un marché baissier et on a eu un rebond aujourd'hui. Si les chiffres du NFP devaient permettre au marché de réintégrer les 10 130 points sur le DAX et de réintégrer les 4 460 points sur le CAC, soit aujourd'hui, soit lundi, alors cela donnerait les espoirs d'un rebond plus important à venir. Par contre, si le NFP entraîne les indices à la baisse, eh bien, la hausse du jour pourra être considérée comme un rebond technique sous des résistances avant une éventuelle reprise de la tendance baissière. Étant donné que le chiffre va sortir dans 46 secondes, je vais maintenant changer ma configuration graphique et je vais passer sur ma configuration de mise en page numéro 2. Donc ça, c'est une des options qui est sur la plateforme de MC Market et qui est très utile. En fait, j'ai différents panneaux de travail, si vous voulez. Donc, j'en ai un avec le sentiment client, j'en ai un avec les détections de figures chartistes, j'en ai un que vous venez de voir qui était la mise en page que j'utilise pour mon émission du matin. Et là, en fait, j'ai préparé un suivi de tous les marchés avec des graphiques horaires pour pouvoir constater avec vous quels sont les mouvements de marché induits par cette publication du Non-Farm Payroll. Le chiffre est sorti, on a créé 292 000 emplois aux États-Unis, c'est un chiffre qui est excellent, qui est très bon et qui, à court terme, fait deux choses. Un, cela fait monter le dollar, puisque c'est la devise américaine, et vous pouvez le voir ici, l'USD-Yen monte, l'AUD baisse contre le dollar, l'euro baisse contre le dollar. Donc première réaction, le chiffre est très bon, le dollar monte. Deuxième réaction en parallèle, les indices. Nous sommes dans un marché qui est averse au risque et qui avait besoin de bonnes nouvelles. Le fait que les États-Unis créent autant d'emplois est une bonne nouvelle pour les marchés et vous voyez que le CAC 40, le DAX et le SP500 remontent un petit peu. Étant donné que le chiffre est bon et fait monter le dollar, on a aussi l'or qui a baissé un petit peu et puis on a le pétrole qui a un tout petit peu reculé. Alors, les mouvements de marché, généralement, donc, sont très rapides et puis après, on peut avoir des contre-coups. C'est pour ça qu'il ne faut pas opérer trop rapidement. Parfois, vous allez avoir un mouvement baissier puis un mouvement dans l'autre sens. Et c'est pour ça que je voulais faire cette émission. C'était pour voir avec vous, est-ce qu'on allait avoir un signal clair ou est-ce qu'au contraire, le marché allait nous laisser un petit peu dans l'attentisme. Alors, je vais vous montrer très clairement ce que je regarde sur le SP500, qui est l'indice directeur de référence. Donc, depuis le début d'année, depuis le 4 janvier, le SP500 est en baisse. Vous voyez que hier, lors de la séance du 7 janvier, le SP500 a tenté de se reprendre sur son support et l'a tenu. Depuis à peu près 5 heures, donc on a eu un mouvement baissier contrecarré par un petit mouvement haussier et vous voyez qu'on est dans un triangle sur le SP500. Il faudrait que le SP500 arrive à s'extraire de ce triangle par le haut et à casser les anciens plus hauts dans la zone des 1975-80 afin de passer de baissier à neutre, ce qu'il est actuellement, et de passer de neutre à potentiellement haussier par la suite. Voilà. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais on peut constater que ce chiffre a tendance à ravir les investisseurs et à soutenir les indices. On a donc le CAC, le DAX qui évoluent dans des canaux haussiers et qui ont rebondi sur la borne basse, et on a le SP500 ici qui tente de sortir par le haut de son triangle.
Parallèlement, vous voyez que la pression reste forte sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar était dans une petite tendance haussière depuis 2 jours. Il bute toujours sous la zone des 1,0940. C'est une zone de résistance qu'on a en place depuis le 30 décembre. On a buté dessous le 3 janvier, on est revenu dessous le 7 janvier. Il y avait une petite tendance haussière ici matérialisée par mon oblique et vous voyez que la publication de ce chiffre bien supérieur aux attentes fait monter le dollar américain et fait donc reculer l'euro contre la devise américaine. On peut constater que le pétrole tient bien et que même si le dollar est raffermi par ce chiffre, le pétrole a tendance à vouloir monter aussi. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le pétrole a une corrélation aussi avec le risque, avec la notion de risque. Et si les investisseurs prennent des risques, achètent des indices et pensent qu'on va remonter, eh bien ils pourraient aussi avoir cette réflexion sur le pétrole. Le pétrole a fortement chuté ces dernières séances. Depuis son ouverture du 4 janvier dans la zone des 37 dollars, il a perdu pratiquement 20% pour rejoindre la zone des 32 dollars. Hier et aujourd'hui, il a réussi à se stabiliser. Donc tout comme le SP500, il est passé d'une tendance baissière à une tendance horaire neutre. Donc ici aussi sur le pétrole, on est passé de baissier à neutre et vous voyez qu'on a un petit range qui s'est créé sur le pétrole entre 32,50 et 33,80 et en cas de sortie par le haut de cette zone de prix, on pourrait avoir un revirement de situation et une tendance haussière pourrait naître en données horaires sur le pétrole qui pour l'instant peine à rebondir. Le CAC 40 attaque ses plus hauts du jour, le DAX a cassé ses plus hauts du jour. Par contre, et le SP500 sort de son triangle. Alors on peut regarder le DAX ensemble. Sur le DAX, il y a une résistance oblique qui passe par tous les plus hauts depuis le 4 janvier. Donc vous voyez, on a eu une tendance baissière, stabilisation à plat, tentative de remonter dans un canal haussier. Alors certains me diront, on arrive près de la borne haute du canal et de ton oblique, ne devrait-on pas se placer à la vente? Comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis aussi là pour vous dire que dans ce type de configuration, si le SP500 passe en force par le haut, il se pourrait tout aussi bien que le DAX sorte par le haut de son canal haussier de court terme pour tenter de donner une impulsion haussière forte. Ce n'est pas encore le cas, il est pile poil sous sa résistance et c'est donc les échanges dans l'heure, je dirais dans les 2 heures qui vont venir qui seront d'importance. Il est 14h35, donc cela veut dire que dans 1 heure, on va avoir l'arrivée des investisseurs américains sur le marché. Si les investisseurs américains enfoncent le clou, réussissent à casser la zone des 1980 sur le SP500 et à faire naître une tendance haussière de court terme, le DAX pourrait tenter de sortir par le haut de son canal. Le CAC pourrait lui continuer d'évoluer dans son canal et pourrait se diriger vers la zone des 4450-4460. Pour l'instant, il bute sous les plus hauts du jour, qui sont également les plus bas du 6 janvier. On voit donc qu'il y a sur le CAC 40 une petite résistance horizontale. Alors, je vais vous mettre la petite résistance horizontale dont je vous parlais il y a quelques instants. Je retire cette option-là. Voilà. Vous avez ici une résistance horizontale qui correspond au plus haut du jour et au plus bas du 6 janvier. Donc c'est ce niveau-là qu'il faut réussir à casser pour tenter de donner une impulsion haussière. Pour l'instant, on est dans une latéralisation des cours à l'intérieur d'une tendance baissière. En tous les cas, même si les indices ne devaient pas fortement monter, ils ne devraient potentiellement pas fortement chuter, car comme je vous le disais tout à l'heure, créer 292 000 emplois pour l'économie américaine, qui est une des plus importantes au monde, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, comme je vous l'ai expliqué, peut-être que la hausse ne sera pas si forte que cela, car créer 292 000 emplois, c'est une très bonne nouvelle, mais ça veut aussi dire que les taux américains pourraient être revus à la hausse dans les trimestres qui viennent, et cela, ça pèse un petit peu quand même sur les indices. Donc les indices sont un petit peu enfermés dans ce paradoxe. Si les chiffres sont bons, c'est bien, mais s'ils sont trop bons, ça peut peser quand même à terme. Voilà. Donc vous voyez qu'on a une réaction primaire, bon chiffre, hausse des indices, hausse du dollar et donc baisse de l'euro-dollar. Mais attendons de voir si ces réactions sont les bonnes. Il se pourrait aussi qu'on ait fait
c'est une simple supposition, ça arrive par moment, hein. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, si le marché décide de se concentrer sur le fait que ce chiffre est très bon et donc induit une hausse de taux, ça peut faire peur aux investisseurs. Si les investisseurs ont un peu peur, on pourrait avoir des réactions baissières sur le dollar et baissières sur les indices. Pour l'instant, ça va. On est dans un, je dirais, dans un sentiment de marché général qui n'est plus averse au risque et qui reprend un petit peu des couleurs. Il faudra voir d'ici la fin de la séance s'il y a des échecs sous résistance et des retournements baissiers, auquel cas ce serait pas bon quand même pour la semaine prochaine. Ça inviterait à la plus grande prudence car la tendance baissière en place depuis le début de l'année resterait. Si au contraire d'ici la fin de la séance les Américains arrivaient à se reprendre ne serait-ce que d'1% en direction des 1980, ça redonnerait un peu de baume au cœur aux investisseurs et ça permettrait peut-être aux indices européens de casser les résistances que je vous ai montrées afin de reprendre un petit peu plus de hauteur. Mais vous comprenez bien que cette semaine est une semaine très particulière, n'est pas une semaine évidente. Dès lundi, quand j'ai vu l'ouverture annuelle à -2 et le fait qu'on allait à -4 sur le DAX, je vous ai expliqué via des analyses, des émissions et des tweets que nous étions dans une configuration très particulière. Car les dernières fois qu'on a eu des ouvertures aussi baissières en début d'année, c'était en 2001 et en 2008. Or, 2001 et 2008, c'était 2 années fortement baissières sur les marchés boursiers. Donc on est dans une configuration de marché très très particulière. On a des investisseurs pour l'instant qui sont frileux et il va falloir voir dans les séances à venir si les vendeurs enfoncent le clou ou si les acheteurs arrivaient à reprendre un petit peu de hauteur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, par rapport aux tendances en place? Est-ce qu'il y a des actifs que vous souhaitez que je regarde en particulier? Est-ce que vous vous posez des questions par rapport aux chiffres? N'hésitez pas, je vais y répondre à partir de maintenant. Alors j'ai Jean-Louis qui me parle de la borne basse du canal sur l'or. Donc effectivement, sur l'or, on peut constater que j'ai tracé un petit canal haussier ici qui a démarré le 4 janvier. Le principe sur l'or, en fait, si vous voulez, c'est que l'or a été fortement baissier en 2015 et depuis le début de l'année, avec l'aversion au risque qu'il y a eu sur les marchés, avec un petit peu la peur qu'il y a eu, eh bien l'or a été boosté à la hausse car on dit souvent de l'or que c'est un actif refuge. Alors c'est une notion que je n'aime pas trop, mais parce qu'en 2008, quand il y a eu la crise, l'or a perdu 30%, donc je vois pas comment on pouvait se réfugier avec un moins 30%. Mais vous voyez, quand les marchés sont un peu turbulents, un peu peureux, l'or généralement est recherché. Donc on peut constater que l'or a été recherché dans un petit canal haussier. Vous pouvez constater ici qu'il y a un support dans la zone des 1092 $. Tant qu'il tient, on pourrait avoir une reprise de la hausse, ce qui serait pas une bonne chose pour les indices. Si les indices au contraire enfoncent le couloir, repartent fortement à la hausse, alors l'or pourrait casser ce niveau horizontal et puis consolider et revenir vers ses plus bas de l'année. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'or semble faire de la résistance car les indices ne passent pas les fameuses résistances dont je vous parlais. Le Bund, donc les marchés obligataires européens, est totalement neutre. Le pétrole est pour l'instant totalement neutre. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de choses supplémentaires à vous dire. Alors, Go me dit prétexte crédible pour souffler d'une semaine éprouvante, comblement du gap, puis reprise de la baisse potentielle avec la Chine. Cependant, le maître du jeu sera le pétrole et l'USD Yen. Alors, vous faites bien, Go, de parler de l'USD Yen. Effectivement, l'USD Yen, je l'appelle souvent le baromètre du risque. Donc, si l'USD Yen arrive à repasser au-dessus des 118,50 zones d'importance depuis des mois, eh bien cela voudra dire que pour l'instant les meubles sont sauvés. Si au contraire l'USD Yen dans les séances à venir cassait les 117,50, c'est qu'il y aurait fortement de l'aversion au risque et les investisseurs se tourneraient vers le yen japonais. Paul me pose une question intéressante. Combien y a-t-il de barman parmi les nouveaux jobs créés? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, il y a des périodes où ils créent beaucoup d'emplois, mais c'est des bonnes nouvelles en demi-teinte. Car quand vous supprimez 100 000 emplois d'ingénieurs et que vous créez 150 000 emplois de barman et de serveuses, certes, vous créez 50 000 emplois supplémentaires,
puisque vous en avez créé 150 et détruit 100. Néanmoins, sur le moyen terme, le fait d'avoir moins d'ingénieurs et plus de barman n'est pas forcément une très bonne chose pour l'économie. Voilà. Et donc, c'est pour ça que après cette émission, je vais euh, tout simplement aller chercher les chiffres en détail, regarder les chiffres des salaires, regarder quel type d'emplois ont été créés, quel type d'emplois ont été détruits. Et il y a aussi bien évidemment l'importance du taux de participation. Il y a des fois où le taux de chômage a baissé, non pas parce qu'il y a eu énormément de création d'emplois, mais parce qu'on sortait des personnes des listes, et donc le taux de participation baissait. Et donc ça, c'est un petit peu de la manipulation de statistiques, si vous voulez. Donc, comme le disait Go, l'USD-Yen est à suivre. Il y aura aussi la Chine. Donc, on verra lundi quel type de séance nous offre le marché asiatique. Pour l'instant, on a eu, je dirais, des réactions légitimes. Bonne création d'emplois, rebond des indices, bonne création d'emplois, hausse du dollar, baisse de l'euro, petite hausse de l'USD-Yen. Vous voyez que ça reste quand même timide, hein. Ça reste timide, et sur les indices c'est pareil, on est allé chercher les plus hauts du jour sur le CAC, on a buté au point près, le DAX on a fait une petite mèche et puis on s'est arrêté sous la résistance, et le SP500 on a tenté une sortie mais elle n'est pas validée en clôture horaire, donc pour l'instant il reste complètement neutre. Voilà. Je ne pense pas que j'ai des constats supplémentaires à vous faire, ni que il y a une étude approfondie supplémentaire à faire pour ce live NFP. Ce que je peux vous dire, c'est que la fin de séance sera tout de même d'importance. Si d'ici la fin de la séance, les indices retournent vers les plus bas du jour et clôturent pratiquement sur les plus bas de la semaine, ce sera quand même pas de bon augure pour la semaine prochaine, étant donné que les indices n'auront pas réagi très positivement donc au fait que les États-Unis aient créé près de 300 000 emplois. Si par contre on arrive à tenir le choc et puis remonter vers les résistances, voire aller passer d'ici la fin de la séance ou à clôturer sur les plus hauts, ce serait un premier signe positif et ça donnerait un peu de baume au cœur pour le début de semaine. Mais il faudra faire très attention et attendre lundi matin pour voir ce qu'aura fait la Chine pendant la nuit de lundi, car si une nouvelle fois les marchés dérapent en Chine lundi, quels que soient les chiffres économiques européens ou américains, eh bien la tendance baissière reprendra ses droits. Alors j'ai une autre question d'Anthony Murgot, autre personne que je connais bien et que j'affectionne, et donc bonjour à toi Anthony. Donc justement, en parlant des inquiétudes sur la croissance économique de la Chine, quel est ton ressenti personnel sur le sujet? Selon toi, à quelle vitesse la croissance économique en Chine se refroidira-t-elle? Alors Anthony, au sujet de la Chine, le fait est qu'elle a tenté de se stabiliser autour des 7% ces dernières années. L'année dernière, on était en dessous des 7% et les autorités chinoises tentent de nous dire que cette année, on va être autour de 6,5%. Ce sont des chiffres qu'on a peine à croire, car quand on regarde les chiffres des importations en baisse depuis 10 mois, les chiffres d'exportation en baisse également, les PMI en baisse, l'ISM manufacturier en baisse, la consommation d'électricité en baisse, je vois pas comment un pays qui consomme moins, importe moins, nécessite moins d'énergie pourrait être un pays qui ne ralentit pas, qui ne refroidit pas. Euh, ce qui est très compliqué, si vous voulez, c'est que les chiffres chinois, ils nous sont donnés par les autorités chinoises et que ces chiffres-là sont potentiellement manipulés ou manipulables. Il est donc naturel que l'on doute un petit peu de la véracité de ces chiffres. Je ne pourrais te donner de chiffres exacts, Anthony, mais d'après les dernières études que j'ai lues et après avoir échangé à ce sujet avec de nombreux macroéconomistes, par rapport aux études qui ont été faites, il se pourrait que la Chine tourne plutôt autour de 2-3% de croissance. Alors 2-3% de croissance, c'est bien moins que ce qu'on pense, néanmoins, ça reste 2-3% de croissance. Donc parfois, il faut aussi savoir souligner un chiffre mauvais ou un bon chiffre. Pour moi, que la Chine, elle fasse 3 ou 6% de croissance, tant qu'elle n'est pas à l'arrêt, c'est pas la fin du monde. Voilà. Après, si elle ralentit de 6 à 3, c'est normal, il y a des périodes qui sont un peu plus compliquées, d'autant plus la période de 6 mois qui vient de passer, où le ralentissement a été fort en Chine.
Christophe me dit quel est ton sentiment? C'est plutôt compliqué, non? Oui, c'est très compliqué. Comme je vous l'ai expliqué en début de semaine, c'était une semaine à risque, c'était une semaine clé qui allait nous donner des messages. Je pense que les messages qui nous ont été donnés sont que 2016 sera une année tumultueuse et volatile. C'est une année où il ne faut pas écarter un potentiel haussier à un moment donné si les banquiers centraux augmentent leur quantitative easing, par exemple au Japon ou en Europe. C'est une année par contre où on a des risques baissiers avec tous les éléments exogènes que sont la Corée, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il y a aussi le pétrole qui continue d'être au centre des attentions. Il y a la Chine qui est sous le feu des projecteurs. Donc voilà, on a des risques qui pourraient se matérialiser ou non. Tout dépendra comment ils se matérialisent et comment le marché les accueille. Après, au niveau des points positifs, eh bien, on pourra quand même dire que les États-Unis sont stables avec leur chiffre autour de 2% de croissance et puis leur création d'emplois toujours forte. Et puis en Europe, on aura beau dire, mais vous aurez remarqué que depuis lundi, eh bien, tous les chiffres européens sont sortis meilleurs qu'attendus. Les PMI des services sont sortis meilleurs, les PMI manufacturiers sont sortis meilleurs, le taux de chômage est sorti meilleur. Il y a juste les chiffres des ventes au détail qui étaient un petit peu décevants. Donc, on a l'Asie et les émergents qui font peur, l'Europe et les États-Unis qui rassurent, on a des éléments exogènes et macroéconomiques qui font peur, mais parallèlement, on a les banquiers centraux qui rassurent. Et donc, 2016 pourrait être vu pour moi comme un grand range. Quand tout va bien, qu'on ne fait pas attention aux problèmes et qu'on profite des QE, donc des plans de quantitative easing des banquiers centraux, eh bien les marchés peuvent monter. Par contre, quand on est un peu trop haut, qu'il y a un peu de peur et des éléments exogènes qui réapparaissent, on peut avoir des mouvements violents baissiers. On n'est pas obligé d'avoir un bear market parce qu'on peut avoir les banquiers centraux qui jouent l'effet d'un coussin sur les marchés et s'ils voient les marchés trop baisser, bah, ils pourraient tout simplement sortir du bois et puis lancer un quantitative easing supplémentaire. C'est pour ça que je pense que la donne a changé, que c'est plus forcément comme 2001, comme 2008. Néanmoins, ça risque d'être une année de rebondissement tumultueuse, complexe. C'est donc une année où il sera peut-être moins simple d'avoir des scénarios de moyen terme à 6 mois, 9 mois, 1 an. C'est peut-être une année où il faut faire plus attention, avoir des positions moins importantes, éviter de garder les positions en overnight ou en overweek. Et puis, il faut être prêt à des décalages de marché et ne surtout pas vouloir se mettre en face. Quand vous voyez un DAX qui perd 4% en une journée, ça ne veut pas dire que c'est les soldes, ça peut aussi vouloir dire qu'il va en perdre 4 de plus. Donc, il faut faire très attention. Alors, Go me dit le niveau du pétrole est précurseur de la tendance à venir sur la croissance économique, effectivement, et les dernières séances n'ont pas été bonnes. Associé à cela, la Chine se conforme aux nouvelles normes écologiques en fermant des usines à charbon. C'est pas terrible pour la croissance. Effectivement, Go. En fait, la Chine est en train de changer de modèle. La Chine passe d'un modèle d'exportation massive vers l'étranger à un modèle de consommation interne sur le modèle américain. Le problème, c'est que c'est pas une transformation qui se fait en 6 mois. C'est une transformation qui peut se faire en 5 à 10 ans. Et donc, il se pourrait que la Chine passe une période un peu compliquée avant de réussir potentiellement à effectuer cette transition. Eh ben écoutez, c'est parfait, on a fait le tour. Concernant des actions, j'en parlerai à partir de lundi. Je vous ferai un point complet lundi donc sur la séance chinoise, sur ce qu'on peut attendre de la semaine. La semaine prochaine, je serai présent. Vous aurez la matinale tous les jours. Vous aurez mardi un webinaire sur les CFD. Vous aurez jeudi un webinaire spécial sur les biotechnologies avec Sacha Pouget que j'invite en invité spécial. Donc jeudi prochain à 18h, je vous invite tous à être présents. Et puis voilà, j'espère que ce live vous a plu. Vous avez les niveaux à suivre, les résistances sur les indices qu'il faut regarder. Nous constaterons donc en cette fin de séance si les acheteurs prennent un peu la main ou au contraire si ça reste une fin de semaine un petit peu morne sous le signe des inquiétudes. Et il sera temps lundi de faire le point sur la situation pour la suite. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre présence à ce live. Vous êtes tous les jours plus nombreux à assister à la matinale, à regarder mes vidéos enregistrées, à les retweeter, à amener du monde avec vous. Je vous en remercie, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne fin de séance et je vous retrouve lundi matin 10h avec grand plaisir pour la
matinale.